Jeudi 19 août 2021, vous êtes les bienvenus sur la télévision ivoirienne. Tout de suite, les titres de votre journal. Tout d'abord, ce point de presse qui s'est tenu mardi au cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce jour-là, le point faisait état de 700 cas contacts de la jeune Guinéenne avaient été vaccinés. La surveillance communautaire de Ouanninou a également été activée. La lutte s'intensifie aussi contre la grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était hier à Grand Bassam, zone de Mondoukou, pour se rassurer de la tenue des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire en cours dans la localité. Au Burkina Faso, aux 30 civils, 14 gendarmes et 3 supplétifs ont été tués dans une attaque d'un convoi. Ce sont des populations qui ont quitté la ville de Dori et se rendaient à Arbinda, une centaine de kilomètres, qui ont été la cible de cette attaque. 58 terroristes ont été neutralisés. Rockmark Christian Caboret a décrété un deuil national de 72 heures. Avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara reprend ses activités après s'être mis en confinement le 3 août dernier. Cela après avoir été en contact avec une personne déclarée positive au coronavirus. Le test de contrôle effectué hier 18 août s'est révélé négatif. Le chef de l'État exhorte par la même occasion l'ensemble des Ivoiriens ainsi que les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie. On va tout de suite à l'actualité du coronavirus. Comment se comporte ce virus à travers le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire? Dans le monde, aujourd'hui, on compte 209 millions de malades Covid-19 avec 4,39 millions de morts. Ici en Côte d'Ivoire, le monstre a emporté 4 vies dans la journée d'hier, portant à 369 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie. 253 nouveaux cas de contamination sont enregistrés. Nous sommes à ce jour à 52 836 cas confirmés dans le pays. On vous l'a dit, depuis de nombreux mois, on vous l'aurait dit, pour se protéger et protéger les autres, il faut appliquer les gestes barrières et se faire vacciner. Les gestes barrières et le vaccin sont donc le seul rempart face à ce virus mortel, mais aussi face au virus Ebola qui, vous le savez, est tout aussi mortel. Dans le cadre de la riposte contre Ebola, donc, 700 cas contacts à haut risque ont été vaccinés en 48 heures, lundi et mardi. C'est le point fait avant-hier par le ministre de la Santé aux journalistes présents à son cabinet. Pierre Dimba a également annoncé l'activation de la surveillance communautaire à la frontière de Ouanninou. Retour sur ce point de presse avec Salima Toudia. Mercredi minuit, c'est le délai que se sont donné les autorités sanitaires pour administrer les 2000 doses de vaccin Merck aux cas contacts à haut risque. Ce mardi 17 août, le comité de veille sanitaire a fait le point de cette vaccination post-exposition. Nous avons appliqué les recommandations de l'OMS en vaccinant les premiers contacts et les contacts de ces premiers contacts. Et nous avons à ce jour vacciné 700 personnes. Affiner la riposte en adoptant une meilleure stratégie, voilà ce qui conduit le ministre Pierre Dimba à la frontière nord-ouest à Ouanninou. Pour donc revisiter les troupes, mais également donc donner plus d'instructions au personnel médical qui fait ce travail sur le terrain. Leur donner donc les équipements complémentaires pour pouvoir vraiment mieux assurer cette surveillance épidémiologique. Mais également lancer la vaccination, parce que comme vous avez vu, dans son parcours, elle est passée depuis Ouanninou et il y a une partie des passagers qui est descendue en route et dispersée dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Donc également, donc, les DD, avec leur aide DDDR, on peut identifier les communautés dans lesquelles ces personnes-là sont. Et donc, il va falloir donc faire la vaccination également à ce niveau. L'Organisation mondiale de la santé ou encore UNICEF sont mobilisés aux côtés des autorités sanitaires. Ils se réjouissent de la mise en œuvre des stratégies recommandées. À partir du plan des ripostes, nous voyons que tous les piliers de ce plan sont en train d'être mis en œuvre de manière adéquate, à commencer par la première grande stratégie qui est la recherche des contacts que nous avons
préconisé dès le début, et aussi la deuxième qui est la vaccination. Donc nous, partenaires, on se réjouit du fait que la vaccination a bien démarré avec ce que nous avons préconisé, d'abord à commencer par les foyers où habitait la patiente. Ça a commencé à ce niveau et en suivant le contact de ces contacts, nous pensons que la ceinture sera faite. Couper la chaîne de contamination reste la priorité à l'heure actuelle des autorités sanitaires. Ça, c'est concernant Ebola, mais depuis quelques semaines, nous faisons également face à une crise sanitaire liée à la grippe aviaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est préoccupé par la situation, s'est rendu hier à Mondoukou, dans le sud Comoé. Sidi Touré est allé se rassurer de la tenue des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire en cours sur place. Reportage. Mondoukou, dans la commune de Grand-Bassam. Dans cette ferme impactée par la grippe aviaire, le ministre des Ressources animales et halieutiques s'imprègne de la réalité du terrain. Sont en cours des opérations d'isolement, d'abattage de volailles et de sécurisation sanitaire du périmètre contaminé. Les dispositions ont été prises dans un périmètre d'environ 3 km et procéder à des abattages sanitaires. C'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, ce sont pratiquement près de 170 000 sujets. Il faut noter que c'est une procédure ordinaire. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cela. Le ministre Sidi Temoko Touré rassure que la situation est maîtrisée par des équipes expérimentées en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer les populations qu'il n'y a pas de transfert de cette épizootie de la zone de Mondoukou dans les autres lieux ou sous-préfectures, localités aux alentours de Bassam. Ce sont près d'une soixantaine d'exploitations visitées et dont les bêtes ont été abattues. Ces populations qui exploitaient ces exploitations seront bien entendu dédommagées. J'aimerais aussi rassurer les populations qu'ils peuvent continuer à consommer leur poulet comme d'usage, comme d'habitude. Il n'y a pas de risque en la matière, c'est une garantie que nous donnons puisque nos équipes sont outillées pour pouvoir s'y construire. Ça a été fait. C'est une procédure d'exécution normale pour la sécurité des populations ivoiriennes et des populations vivant en Côte d'Ivoire. Les abattages sanitaires qui sont effectués sont suivis d'enfouissement des carcasses de volailles afin d'éviter la propagation des germes de la grippe aviaire. À la fin de sa visite de terrain, le ministre des Ressources animales et halieutiques a félicité l'ensemble des équipes en activité pour leur professionnalisme. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. On va laisser de côté les virus, on passe à autre chose. Hier, mercredi, Patrick Hachi a procédé à l'inauguration du centre de production du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain de Côte d'Ivoire, un projet du ministère de la Construction qui vise à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs dont l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Le compte-rendu de Cheikh Koné Aboubakar. Grâce à ce centre de production flambant neuf d'une cinquantaine de bureaux situés en plein cœur de la cité administrative du plateau, l'usager pourra faire la demande de ses actes en ligne en un seul clic. Mieux, il pourra s'informer en temps réel de l'évolution de sa demande d'acte administratif. Une première en Côte d'Ivoire. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi a inauguré ce centre, vitrine du projet de simplification et de sécurisation de la chaîne foncière, porté par le gouvernement. Ce projet est justifié par les longs délais de traitement de l'ACD. Dans certains cas jusqu'à plusieurs années. Nous avons vu des dossiers qui ont passé 7-8 ans au ministère avant de trouver une issue. Les référentiels de positionnement non homogènes, donc les aspects géodésie, où chacun des acteurs avait des instruments de mesure et des modes de calcul propres, sans qu'il y ait concordance entre nous, ce qui générait bien entendu un grand nombre de litiges. Nous sommes donc particulièrement heureux d'avoir le Premier ministre au lancement de ce projet qui va radicalement changer la façon de gérer le foncier en Côte d'Ivoire. La première phase du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est prévue sur 2 années, sur la période 2021 à 2023, dans le Grand Abidjan et la commune d'Assini. L'objectif est d'accroître d'une part
les capacités actuelles de production de la chaîne foncière à 60 000 ACD pour la première année et le porter à 100 000 ACD pour les prochaines années. Et d'autre part, aboutir à un traitement tout numérique des demandes d'actes grâce à une technologie de sécurité informatique dénommée blockchain. Le Premier ministre s'est félicité de ce projet qu'il a jugé important pour le citoyen ivoirien. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, avec le projet qui est en cours, qui démarre maintenant, vont connaître d'ici 1 à 2 ans une fin. On aura donc la capacité d'accéder à des évolutions de l'information sur le processus d'acquisition d'un titre, c'est-à-dire quelqu'un qui décide d'acquérir un terrain ou d'acquérir un bien immobilier peut directement sur l'écran voir l'évolution, je dirais, étape par étape de ce processus d'acquisition, mais surtout ça va se faire dans un délai extrêmement court. Le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain est financé par un prêt d'environ 15 milliards de francs CFA par l'État français. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en collaboration avec le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Ce centre de production qui marque le démarrage des activités du projet va créer à terme plus de 300 emplois. Célestin Seredo, lui, était en ce moment-là à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires aux Deux Plateaux à Cocody. Cette étape marquait la fin d'une série de rencontres initiées par le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes avec les agents des structures déconcentrées. Seredo s'est engagé à travailler à une dynamisation de la corporation. On en sait plus avec Franck Quadion. Depuis sa prise de fonction le 13 avril dernier, Célestin Seredo, le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes, n'a eu de cesse de visiter les différentes structures sous tutelle, arrondissements et antennes maritimes, sans oublier les autres services. Dernière escale donc, la Direction générale des affaires maritimes. Cette direction, créée en juin 2004, fournit l'essentiel des ressources humaines et selon son directeur général, les attentes sont nombreuses. Que le secrétaire d'État, la gestion des ressources humaines constitue l'une de nos préoccupations majeures, surtout le bien-être des agents. Vous avez dénoué l'épineux problème des primes trimestrielles. Cela dénote de votre intérêt que vous accordez au social de vos collaborateurs. Besoin matériel et amélioration du dispositif juridique du statut de l'agent des affaires maritimes, Célestin Seredo dit avoir intégré les préoccupations dans leur généralité. Nous avons un programme ardu et de nombreux projets qu'ensemble nous devons réaliser pour un meilleur épanouissement des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous devons nous engager dans un dialogue constructif, permanent et un environnement apaisé. La discipline, le travail ardu, la solidarité, la rigueur et la bonne volonté doivent marquer notre quotidien. Pourquoi ne travaillerons-nous pas à renforcer nos positions sur le plan d'eau maritime et lagunaire? Des défis nombreux à relever et pour affiner le cadre de concertation entre la tutelle et les agents des affaires maritimes, des états généraux sont en ligne de mire. Avant la Direction générale des affaires maritimes, le secrétaire d'État Célestin Seredo a marqué une halte à la Direction des ressources humaines, toujours dans la commune de Cocody. Il existe désormais une rue Ziguinchor à Bouaké dans le Bouaké. Ziguinchor, du nom de la ville sénégalaise. En présence du député-maire de cette ville du sud du Sénégal, cette rue a été baptisée ainsi pour matérialiser le jumelage de Bouaké et Ziguinchor. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Une longue procession qui part de la place Éléphant, résidence du premier maire de Bouaké, Djibo Soumkalo. Une procession au goût de la coopération sud-sud. Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, symbolise son jumelage avec Ziguinchor, deuxième ville du Sénégal, à travers une rue dédiée. 2,3 km du pont Djibo jusqu'à Sokura, en passant par la mosquée sénégalaise. Djibo Youssouf Nicolas, maire de Bouaké, et Aboulaye Baldé, député maire de Ziguinchor, inaugurent ensemble cette rue. Les deux premiers magistrats veulent œuvrer ensemble pour le développement économique et social de leurs cités respectives. L'humanité gagne à chaque fois que des hommes
éloignés les uns des autres, brise l'obstacle qu'est la distance en construisant un pont. Avec la ville de Ziguinchor, ce pont est sorti de terre grâce au dynamisme du premier adjoint au maire en charge du jumelage. Notre conseil municipal a placé au cœur de ses priorités la multiplicité des échanges avec les villes des pays amis. Ziguinchor nous a séduits par ses nombreux traits communs avec la ville de Bouaké. Le fait de donner à une ville le nom d'une ville étrangère a un intérêt particulier. Mesdames et messieurs, assurément cette cérémonie qui marque le baptême de la rue qui va désormais porter le nom de Ziguinchor et qui sera à partir de ce jour l'un des symboles forts de la coopération et de l'amitié entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Sénégal en général, et particulièrement entre frères et sœurs de Bouaké et de Ziguinchor, restera mémorable. Une journée festive pour découvrir également le savoir-faire culturel des deux villes. Rendez-vous a été donné pour le mois de novembre 2021, cette fois au Sénégal à Ziguinchor, pour l'inauguration de la rue Bouaké. Les engins à 2 et 3 roues sont très souvent impliqués dans des accidents de la circulation. Il faut bien que les choses changent. C'est en tout cas la préoccupation actuelle de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan et plusieurs acteurs de la sécurité routière qui, au cours d'un atelier, réfléchissent à la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation. Le compte-rendu de Dangui Dangui et Marie-Ange Afoué. Des tricycles sans feu arrière, sans rétroviseur approprié ni immatriculation se disputent la chaussée avec les véhicules. Ces scènes inimaginables à Abidjan il y a quelques années font grincer des dents au sein de la population. Il y a certains qui font n'importe quoi. Je ne sais même pas s'ils ont leur permis de conduire. Ben c'est de voir tout cela, c'est d'essayer de les cadrer et de les encadrer. Le plateau, c'est un coin administratif, c'est un coin responsable. On ne peut pas les laisser aller semer le désordre là-bas. L'invasion de ces engins à 3 ou 2 roues est à l'origine de nombreux accidents de la circulation, selon les autorités qui réfléchissent à un plan de circulation qui leur est dédié dans le Grand Abidjan. Nous devons ensemble assurer la sécurité. Nous devons ensemble faire en sorte que nos routes soient plus sûres et faire en sorte que souvent, malgré leur volonté ou leurs intérêts, parfois financiers, que nous devons prendre des décisions de sorte à ce que les utilisateurs des 2 et des 3 roues eux-mêmes soient en sécurité. Pour la mise en œuvre de ce plan de circulation dédié aux tricycles et aux 2 roues, le gouvernement met 200 millions de francs CFA sur la table pour la confection de 1700 panneaux de signalisation, des outils de sensibilisation et de répression. Alors maintenant, faire un tour à Brouaousoukro et Tokwaundrikro dans le département de Bokanda, au centre de la Côte d'Ivoire. Le premier village cité a désormais un château d'eau et le second vient d'être connecté au réseau électrique national. Le secrétaire d'État Nguessan Kofi Lataï s'est fait le plaisir d'inaugurer ces infrastructures pour le grand bonheur des populations. On en parle avec Soro Corona, notre confrère de RTI Bouaké. Fin de la corvée d'eau pour les femmes de Brouaousoukro, village du département de Bokanda. En effet, ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté au problème d'eau depuis des lustres. En saison sèche, la situation devient critique. En saison sèche, on n'avait pas de l'eau. On partait dans les villages environnants pour chercher de l'eau. Soit à 5 km, 3 km, 4 km. Dieu merci, on a eu le château d'eau. Vraiment, on remercie le président Alassane Ouattara. Ce château d'eau, réalisé par le conseil régional d'Inzi, à plus de 80 millions de francs CFA, intervient comme un soulagement. Ce village n'est pas le seul à bénéficier des infrastructures pour son essor. Tokpa Ndrikro est désormais connecté au réseau électrique national. Un rêve vieux de plusieurs décennies devenu une réalité par les efforts du gouvernement. Les bénéficiaires ont traduit les reconnaissances au président de la République, Alassane Ouattara. L'eau, c'est source de vie. Et donc, on ne peut que dire merci à toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à faire en sorte que nos parents
retrouvent cette joie de vivre et que les femmes de Brouaousoukro, au lieu d'aller à des kilomètres pour prendre de l'eau, sont aujourd'hui favorisées parce que l'eau est à Brouaousoukro, la cité de grâce. Le secrétaire d'État chargé du logement social, Koufi Nguessan Lataille, est revenu sur l'importance de ces outils de développement. Pour toujours bénéficier des infrastructures, Koufi Lataille exhorte les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Et je souhaite que dans l'union des fils et filles de la région du Nizi, avec l'appui du président de la République et du gouvernement, nous sommes en train de terminer le processus de l'électrification rurale. La préoccupation du gouvernement, c'est commencer à distribuer l'eau potable à nos parents. Le secrétaire d'État a par la même occasion visité des infrastructures en cours de réalisation, à savoir une maternité, une école maternelle et primaire. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie lance la journée du mérite de la communication édition 2021. Cette troisième édition se tiendra en décembre prochain. L'annonce a été faite cette semaine aux journalistes et c'est Serge Coléa qui y était pour RTI. L'ordre du mérite de la communication est destiné à récompenser les personnes œuvrant dans le domaine de la communication et des médias. Ceux qui se sont distingués par leur travail ou par leur contribution active au développement du secteur. Le vice-président du Conseil de l'Ordre du mérite de la communication, Nouo Bamba, donne les grandes articulations de cette cérémonie de distinction. Selon lui, le Conseil est chargé de recueillir et de statuer sur les candidatures pour la décoration dans les grades de chevalier, officier et commandeur. L'objectif est d'encourager le mérite, l'excellence, par une distinction qu'on appelle l'ordre du mérite de la communication. Sont éligibles à cette distinction, entre autres, les acteurs actuels et passés du secteur de la communication et des médias en Côte d'Ivoire, les journalistes, les annonceurs, les diffuseurs, les influenceurs de réseaux sociaux, les blogueurs. Au total, 40 personnalités seront distinguées au cours de cette cérémonie. La troisième édition de la Journée du mérite de la communication et des médias aura lieu dans le mois de décembre. 64, c'est notre chiffre du jour. C'est le nombre de jeunes filles douées en classe, spécifiquement dans les matières scientifiques. Ces championnes viennent d'être célébrées par la fondation Pathfinder, fondation qui a organisé par la même occasion un fundraising, une collecte de fonds afin de financer la formation de ces stars de la science dans le domaine du leadership féminin. Les précisions avec Jean-Marc Djedji. Sélectionnées sur la base de leur performance dans les domaines scientifiques, 64 jeunes filles vont bénéficier d'une formation en leadership. La fondation Pathfinder entend leur inculquer des valeurs d'excellence et les positionner au cœur du développement du pays. Ce camp d'excellence va nous permettre vraiment de mettre en exergue toutes ces jeunes filles intelligentes, hyper intelligentes de la Côte d'Ivoire, dans un camp où nous allons leur apprendre non seulement les matières pédagogiques, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques, la physique, l'informatique, mais en plus, c'est vraiment l'occasion de leur montrer l'entrepreneuriat et puis le leadership. On peut être scientifique, on peut être jeune fille, on peut être coquette, on peut être leader, on peut être scientifique. Pour que l'impact aussi, qu'on le sente dans les lycées à la partir de la rentrée. Et ces filles, vraiment, on a pour ambition de leur offrir des bourses. Et cette année, c'est vraiment la bourse Saliou Touré. Le choix s'est porté sur le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam comme temple de formation. Il s'agit non seulement de promouvoir la question du genre, mais aussi de distinguer les meilleures auditrices. Une volonté saluée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses partenaires. Faire un camp d'excellence pour les filles, mais surtout pour les filières industrielles de mathématiques, tout ça, la science, c'est vraiment relever le niveau des filles et montrer aux filles qu'il est révolu ce temps où elles ne pouvaient qu'être couturières, cuisinières, esthéticiennes, coiffeuses. Nous allons les accompagner, nous allons aller les voir, nous visiterons le camp, nous les entendrons. La fondation Pathfinder sollicite la contribution des institutions nationales et internationales en vue de donner une place de choix à la jeune fille.
Je vous amène maintenant à Treichville à découvrir le tout nouveau siège de la FENUJECI, la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Selon les jeunes eux-mêmes, l'ouverture de ces locaux est une réelle opportunité pour eux de se réorganiser et de développer des actions pour leur bien-être. Ils le disent au micro RTI 1 de Jean-Marc Djadji. Un logement de 4 pièces pour la Fédération des jeunesses communales de Côte d'Ivoire. Cet appartement servira de nouveau siège pour la fêtière des jeunes issus des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Remobilisés, les représentants des 201 sections veulent à partir de ce site fixer de nouvelles orientations pour le bien-être des jeunes de Côte d'Ivoire et élaborer des plaidoyers en faveur de l'employabilité et l'insertion sociale des jeunes. Une organisation, et pas des moindres, qui n'a pas de siège, c'est vraiment une carence, c'est vraiment un problème. Parce qu'il faut une meilleure coordination des activités. Aujourd'hui, à cette cérémonie, vous avez la présence de plusieurs présidents de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Mais on se repère où? On se retrouve où? Où est-ce qu'on va pour se faire entendre? Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité que la subvention que les mairies versent aux unions de jeunesse communale soit effectivement payée pour permettre aux unions de jeunesse communale de travailler à l'encadrement des jeunes, à l'animation de la commune. Des actions citoyennes, notamment le planting d'arbres, ont été réalisées pour la sauvegarde de l'environnement. Si les financements que monsieur le ministre est en train de rechercher sont en place, la mise en œuvre du programme de reboisement va apporter de milliers d'emplois à ces jeunes qui vont participer au développement forestier de notre pays. La Fédération des jeunesses communales de Côte d'Ivoire, FENUJECI, enregistre plus de 10 000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. Un reportage signé Jean-Marc Djadji. Cap maintenant sur Divo, dans le Lodjibois, où se tient le Djaka Festival. Un rendez-vous qui réunit plusieurs rites culturels et où des leaders d'opinion viennent passer des messages importants. Assalfo, qui n'est plus à présenter, y a par exemple échangé récemment avec les jeunes sur le phénomène de l'immigration clandestine. Depuis Divo, le témoignage de Franck Quadio. À Divo, elle tranche dans le décor. Son activité, vendeuse de chaussures de friperie, un commerce qu'elle exerce périodiquement. Vend toutes sortes de friperies, mais bon, à chaque époque, selon les activités qui marchent le plus, voilà, c'est ce que je prends. Bon, là, présentement, je vends des chaussures. C'est quelqu'un qui me les donne à des prix un peu bas, et puis moi, en retour, je les revends, je garde le bénéfice. Une activité contraignante en apparence, mais la jeune dame, Mariam, niveau scolaire terminal, dit être bien organisée. Chaque 2 semaines, je pars à Abidjan pour prendre de nouvelles marchandises. Parce que normalement, 2 semaines, ce qui est écoulé est suffisant pour aller en acheter d'autres. Mais quand il y a beaucoup de gens, j'ai des amis qui viennent m'aider aussi. Voilà. Comme elle, plusieurs jeunes du Lodjibois sont dans l'informel, mais certains désabusés préfèrent l'exil au grand marché communal. Ce responsable des jeunes commerçants a vu plusieurs de ses compères mettre à exécution leurs envies d'ailleurs. La jeunesse face à l'immigration irrégulière, c'est justement la raison de la présence du leader du groupe Magic System à Divo, Assalfo, dans le cadre du Djaka Festival, sensibilise ses jeunes frères. Moi, je connais des gens ici qui ne rentreront pas à la cuisine pour aider leur maman à laver l'assiette. Mais en France, ces personnes-là lavent plus que les assiettes là-bas. On me dit c'est parce qu'il n'y a pas de travail ici qu'on va en France. Mais c'est faux. Moi, je connais des policiers qui ont abandonné leur poste de policier pour aller en France. Je connais des infirmiers qui ont abandonné leur poste d'infirmier pour aller en France. C'est culturel. Parce qu'en Afrique, on se met toujours dans la tête que tant qu'on n'est pas allé en France, on n'a pas réussi. Et tant qu'on ne s'enlève pas ça, on va rester toujours dans ce rêve-là. Et à force d'attendre la France, on ne va pas se réaliser. Un matin, on va se réveiller, on a 55 ans, c'est trop tard. Les jeunes, mais aussi les femmes en ligne de mire. Il s'agit en outre de promouvoir les valeurs du travail. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre ces femmes-là en confiance pour qu'elles ne comptent pas seulement sur les hommes. Et nous sommes là pour leur permettre d'avoir, je dirais, une vision. On voit des gens qui nous disent on se met dans des tontines bizarres qui ne nous avancent pas. Mais pour ce panel, et ce que la dame est en train de nous expliquer, on pense que ça peut nous aider vraiment
à avancer. Les femmes ont voulu se donner rendez-vous ici pour écouter, pour apprendre, pour se former et nous avons appris beaucoup. Aujourd'hui, avec la conférence, le panel sur la jeunesse, nous avons encore appris, surtout du partage d'expérience avec Asalfo. Plusieurs panels et autres initiatives didactiques destinées aux jeunes et aux femmes de Divo, la 11e édition du Djaka Festival s'est voulu ainsi tourner vers les grandes préoccupations sociales. Le monde bouge autour de nous. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Burkina Faso où 30 civils, 14 gendarmes et 3 supplétifs ont été tués dans une attaque d'un convoi. On signale 30 blessés, tous évacués à Dori et à Ouagadougou pour les cas les plus graves. Ce sont des populations qui ont quitté la ville de Dori et se rendaient à Arbinda à une centaine de kilomètres qui ont été la cible de cette nouvelle attaque. Les forces de défense ont réussi à neutraliser 58 terroristes. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 72 heures à compter de ce jeudi à minuit. En Haïti, on enregistre un nouveau bilan du séisme qui a ensanglanté l'île. Samedi, 2189 morts, 332 disparus et plus de 12 000 blessés. Les secours tentent toujours de venir en aide aux populations, mais les difficultés qui se posent à eux sont nombreuses. 5 jours après le séisme, le défi est de fournir en toute sécurité l'aide humanitaire aux centaines de milliers de sinistrés, dont certains vivent dans des zones enclavées. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne santé.